Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième conférence de l'Agile Week à Sopra Steria. Donc, je m'appelle Jérôme Péter, je suis senior manager et je travaille pour des transformations organisationnelles. Aujourd'hui avec nous Nicolas Matelli, je vais te laisser te présenter juste après. Juste en termes de règles du jeu, vous avez en haut à droite sur le chat et à côté du chat un petit onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Je les poserai ensuite à Nicolas en fin de séance. Sur ces belles paroles, Nicolas, à toi le floor. Voilà, avec le micro activé, c'est la première, c'est fait, on ne la refera plus. Donc bonjour à tous. Donc ravi d'être ici avec vous et avec Jérôme pour pouvoir partager avec vous une expérience qui était ou qui est toujours l'holacratie dans le monde de Orange et en particulier le monde du SIRH. On va y revenir. Le but du jeu, et aujourd'hui en particulier, c'est de faire un témoignage de mon expérience, mais surtout, j'espère qu'à l'issue de cette conférence, ça vous aura donné envie, dans l'autre sens, de partager avec moi votre propre vue de l'holacratie, vos expériences pour progresser ensemble. Alors, on y va. Jérôme, un petit mot. On avance. Allez. Quand on a pensé la présentation, on s'est dit finalement c'est quoi le message marquant et c'est quoi mon expérience, et si je devais retenir une chose de l'holacratie et de ces quelques années où on a pratiqué ça au sein de la DSI des fonctions support, là aussi j'aurai l'occasion d'en revenir, une sorte de mantra. En fait, l'holacratie, ça a été une belle expérience et ça continue d'être une belle expérience parce que quoi? Parce que le chef ne chef plus. Et c'est quelque chose pour lequel finalement j'aurai l'occasion de détailler ça et d'y revenir. Alors, quelques mots sur Jean Castex à la mairie de Toulouse. Moi, je suis depuis longtemps chez Orange. J'ai fait pas mal de parcours au sein d'IT. Aujourd'hui, je suis directeur de programme. Je fais de la transformation. Et puis surtout, à part Orange, j'ai une tendance à parcourir le monde pour vivre d'autres expériences à la rencontre de cultures différentes. Et ça m'enrichit. Ce faisant, et au-delà du monde professionnel, je suis assez convaincu que la communication non violente, la façon de travailler autrement, interagit aussi avec le monde des enfants ou des personnes en situation d'enfance. Donc, je suis pleinement investi dans une école alternative où mes enfants s'épanouissent. Voilà quelques mots pour mon profil. Alors, en préambule, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, donc c'est mon besoin de partager. Et le partage, forcément, il est bidirectionnel. Partager mon expérience au sein d'Orange, où on a mis en place, et je vais vous le détailler un petit peu, le travail autrement. Ma conviction première et profonde, c'est que ça nous a apporté une amélioration dans notre relation à tel point que j'ai envie de croire qu'en supprimant les frontières, on efface la complexité. La complexité que chacun d'entre nous rencontre au sein de ses projets, qu'on fasse de l'agile ou pas. Le monde fait que, la complexité du monde fait qu'on a besoin de plus de fluidité, de plus d'agilité dans nos échanges, dans nos modes de fonctionnement. Et l'holacratie aide énormément à ça. Alors, pour vous dire pourquoi on en est arrivé là et d'où on vient, on parle d'un petit bout d'Orange. On parle de la DSI des fonctions support, donc les directions métiers de la RH, de la finance et de la supply chain, et aussi du secrétariat général. Donc, des professionnels de l'IT qui sont organisés en miroir des métiers pour répondre aux besoins des métiers. On parle de ceci il y a 3 ou 4 ans. Et finalement, des experts des processus métiers, des experts du projet, des experts des techniques du projet, qui étaient organisés en silos. Et forcément, en termes de capacité à mutualiser, de capacité à travailler ensemble, à délivrer plus de valeur, les silos sont un vrai frein à ça. Une organisation qui était bien verticale et en miroir des métiers. Le parc applicatif dont on parle, c'est une grosse cinquantaine d'applications, beaucoup de RP. Le monde des fonctions support est quand même bien marqué par cette histoire-là. Maintenant, c'est du SaaS. Ça a quand même été beaucoup de l'ERP. Des technologies diverses. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce sujet-là. Le fait marquant, c'est que toutes ces applications, elles étaient finalement destinées aux
salariés du groupe Orange. Elles sont toujours, parce qu'elles existent, 100 000 personnes qui, au quotidien, que ce soit pour leurs besoins de gestion administrative, de carrière, en particulier sur le SIRH, ils utilisent au quotidien des outils délivrés par cette DSI. Donc ça, c'était l'origine du mode de production. Si on se pose la question du pourquoi changer ou pourquoi on en est arrivé là, ce qu'il y a en haut de ce slide, on parle finalement d'une évolution du modèle, même une évolution de paradigme. La DSI, historiquement, c'est une championne de la production, une usine qui délivrait en réponse à des besoins des solutions sur mesure, pas sur étagère, mais sur mesure, qui développait des compétences. Alors, l'avantage, c'est qu'on maîtrisait le SI de bout en bout. L'inconvénient, c'est que c'était perçu comme lourd, coûteux, peu réactif, voire peu agile. Et que globalement, avec l'émergence des SaaS, les métiers prenant la main sur une partie de leur système d'information, la DSI a dû se repositionner. Donc, on a évolué, on a eu besoin d'évoluer pour être plutôt en mode partenaire de ces fonctions métiers qu'en mode producteur de solutions. C'est ce que veut dire la petite phrase du dessous, qui est se recentrer, une expression assez rugbyistique pour le coup, se recentrer sur les fondamentaux, nos valeurs ajoutées intrinsèques de la DSI, pour accompagner les métiers, pour les aider dans leur choix de solutions et in fine être leurs intégrateurs de solutions. On a du coup, pour faire ça, une sorte on s'est regardé un petit peu entre nous, on s'est dit qu'au-delà de nos spécificités et de nos connaissances des processus de nos métiers, on avait des compétences complémentaires. On avait besoin d'optimiser nos stratégies de make or buy et qu'en mutualisant les compétences, on avait probablement plus à gagner qu'en étant des partenaires d'excellence au sein de nos silos. Et puis évidemment, le troisième input ou troisième axe de réflexion qui nous a fait évoluer, c'était de se dire que les moyens humains n'étaient pas forcément en croissance, voire en décroissance, et qu'en étant un peu moins nombreux, il fallait plutôt penser horizontal que vertical. Voilà les raisons de départ qui nous ont fait poser un diagnostic sur il faut travailler autrement pour être plus capable de mieux répondre, plus rapidement, plus efficacement aux besoins de nos métiers. Ça se traduit par trois piliers, trois valeurs de la transformation. La première, j'en ai déjà un peu parlé, hein, et c'est aussi une clé de succès, sans anticiper la fin, la mutualisation des forces. C'est la capacité de connaître son voisin de bureau, que vous côtoyez à la cantine, mais sans vraiment savoir ce qu'il fait avec son métier. On se rapproche, on échange, on définit ensemble qui on est, les compétences, nos connaissances, on les partage et on se dit que finalement on est quand même capable de travailler ensemble parce qu'on a un socle de compétences communs. Donc j'y reviendrai aussi, ce qu'on appelle de la cross-fertilisation. En tant que DSI de la maison, DSI des fonctions support, la plus-value par rapport aux solutions de marché, c'est qu'on connaît sur le bout des doigts les processus des métiers et leurs besoins. À la fois ce qui est du spécifique lié à la maison, et à la fois ce qui est généralisable, on va dire justement utilisable sur étagère. La promesse qu'on faisait au métier, c'est de dire, en s'appuyant sur notre connaissance des processus métiers et sur les domaines d'expertise plutôt techniques qui sont le cœur de la DSI, à la fois sur l'urbanisme, sur l'architecture technique, sur l'intégration, on est un partenaire d'excellence pour vous accompagner, encore une fois, dans la mise en œuvre des solutions fonctionnelles. Et on s'est repositionné sur ce sujet-là. Last but not least, le troisième pilier de la transformation, c'est l'autonomie. Alors l'autonomie, ça a beaucoup de facettes. Je vais en retenir que deux ici. C'est donner la possibilité, c'est de l'empowerment en fait, c'est donner la possibilité aux collaborateurs de prendre des initiatives et d'avoir le droit à l'erreur par le test and learn. L'idée, c'est, je crois que vous l'avez compris, hein, l'idée fondamentalement, c'est que le chef ne cheffe plus. On veut donner la main à chacun des acteurs pour essayer, prendre des décisions à son niveau, dans la limite de son rôle, et qu'il expérimente des choses qui, pour lui, font du sens et qui permettent de mieux répondre au métier. Donc, le chef ne cheffe plus.
Alors, le slide qu'il va vous falloir, voilà, le slide pilier de la présentation, je vais vous expliquer un peu à la fois l'ambition, comment on a traduit l'ambition, à la fois en mode de fonctionnement et à la fois en management. Alors, l'ambition de la DSI des fonctions support, puisqu'on s'adresse à tous les salariés et les managers, c'était de favoriser le développement du digital dans la vie au quotidien des salariés et des managers. Forcément dans un écosystème de digitalisation et de nomadisme, qui plus est avec depuis le Covid, mais en essayant de proposer aux collaborateurs des expériences utilisateurs sur tout type de device. Un rôle clé de la DSI. Donc on s'est repositionné en ambition comme un partenaire exceptionnel et non plus comme un producteur de solutions. L'objectif, c'était d'être en amont avec eux et de permettre de délivrer au fur et à mesure de la valeur plutôt qu'en mode effet tunnel à la fin. Donc c'est bien cette notion de partenariat qu'on a mis en avant. Et au final, la troisième ambition, qui n'est pas la moindre, hein, c'est d'adapter nos modes de fonctionnement. Pourquoi? Pour garantir la cohérence d'ensemble du SI, du domaine des fonctions support. Alors pour atteindre ces ambitions, la clé, c'était de passer de l'agilité en mode de delivery à l'agilité dans l'organisation. Adapter nos modes de fonctionnement, revoir la posture pour être à l'écoute, pour trouver les compétences là où elles sont, et puis surtout autonomiser, fluidifier les relations et se mettre en réflexion par pilotage de la valeur plus que pilotage par le delivery pur et dur d'une solution. Alors pour ça, on a été amené à revoir de fond en comble le mode de management de la DSI en définissant, et c'est le cœur du système, les rôles et les redevabilités. Là aussi, je vais y venir juste après. Ce faisant, un bénéfice qu'on peut d'ores et déjà enregistrer, c'est qu'on a supprimé mécaniquement, on a supprimé les silos. On ne voulait plus des silos, on voulait favoriser la transversalité, donc en créant et en proposant à chacun des collaborateurs de créer ses propres rôles et ses propres redevabilités vis-à-vis du collectif. On a supprimé les silos et créé les ponts, les passerelles, la communauté qui a fait de la DSI des fonctions support une entité plus efficace et surtout plus transverse. La fameuse cross-fertilisation. Alors, nous, on appelait ça la gouvernance adaptative. Alors, un petit peu de théorie, pas trop. Finalement, on est passé du modèle de gauche au modèle de droite. Le modèle de gauche, eh ben, c'est simple, hein, on le connaît tous, c'est le modèle vertical. C'est le modèle où, quand je suis dans un poste, j'ai une limite de responsabilité, je ne sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je demande au chef, parce que lui, il est chef, donc il sait. Et puis j'attends la décision. Puis de toute façon, si lui, c'est pas grave, il a un chef. Et comme ça, généralement, là aussi, hein, le fameux cercle, on monte, on descend, et on attend la décision. Managérialement, c'est confortable d'une certaine façon, mais c'est vraiment pas très agile, pas très fluide, et puis c'est pas très autonomisant, si je peux me permettre ce terme, pour les collaborateurs. L'holacratie, tiens, dans le terme, c'est proposer à chacun des membres de cercle d'avoir un rôle qu'il définira lui-même et qu'il proposera d'ailleurs aux autres, et lui permettre de faire quoi? D'énergiser un rôle. Alors, dans cette structure, le chef n'a pas complètement disparu, sauf que son but du jeu, c'est plus de trancher, d'arbitrer, de prendre des décisions sur le monde opérationnel. Dans cette organisation-là, on a ce qu'on appelle un cercle d'ancrage, et le chef, il n'est plus chef, on l'a découpé, il est devenu porteur de vision. Il a plusieurs rôles, et son rôle essentiel dans ce système, c'est d'être celui qui éclaire, qui donne le chemin, qui montre les possibles et qui donne la vision de pourquoi on est là, qui définit une raison d'être et qui ramène chacun à cette raison d'être. Et à l'intérieur de ce cercle dit d'ancrage, on va s'organiser en sous-cercles qui regroupent les collaborateurs dont le rôle servent une même raison d'être. Et chaque rôle va contribuer à une thématique. Voilà, ça peut être de la finance, de l'achat, du marketing, de l'IT. Et l'ensemble de ces rôles au sein d'une même thématique va contribuer à produire de la valeur. Donc, ce qu'il faut peut-être retenir de ce slide nommé chez nous gouvernance adaptative, c'est que les prises de décision,
elles sont distribuées. On demande et on propose surtout à chacun des acteurs, avec un rôle, d'essayer de prendre des initiatives et d'apporter au collectif une proposition de valeur. Ça marche comment? Alors, je vais prendre ce slide de droite vers la gauche. Le principe clé de la gouvernance adaptative, c'est la notion de rôle. Je vais m'arrêter un peu là-dessus parce que il y a quelques messages que je voudrais vous passer, en tout cas témoigner. Outre que le chef ne chef plus, fondamentalement, la gouvernance adaptative, ça a été la différence entre un rôle et un poste. Le rôle, c'est une question de posture finalement. C'est qu'est-ce qu'on demande et qu'est-ce qu'on propose aux collaborateurs. Donc le rôle, c'est qu'est-ce que moi, en tant que rôle, qu'est-ce que mon rôle peut apporter au collectif? Qu'est-ce que sont mes redevabilités, ce sur quoi les autres peuvent s'appuyer pour construire et contribuer à un objectif commun? Là où le poste, on l'a tous fait, on candidate à un poste, il est prédéfini, il est calé, il a des missions, des activités, et le collectif m'assigne un poste. Et d'ailleurs, souvent dans nos organisations, le poste définit pas mal de choses sur... comment je fais pour enlever ça? Pardon. Donc le poste, pour le coup, il est limitant, alors que le rôle, il est une définition à l'instant T de quelque chose qui peut changer dans le temps. Alors, en faisant un rôle et en définissant mes redevabilités, je vais interagir avec d'autres rôles, ce qui, en termes d'écart, peut générer ce qu'on appelle une tension. Et c'est bien, parce que comme nos organisations bougent, comme nos besoins bougent, comme l'écosystème autour de nous sur lequel on n'a pas de prise bouge, les rôles doivent s'adapter. Et la promesse de cette organisation, c'est de s'adapter en continu par des dispositifs qui sont à gauche du slide, en particulier la gouvernance, et ça s'exprime en tant que tension. En tant que, j'ai un rôle, j'ai besoin d'eux, et je m'adresse à quelqu'un qui a un autre rôle afin d'eux. C'est la tension que j'exprime, et j'attends de la personne à qui, ou du rôle à qui j'adresse ma tension, qu'il énergise, qu'il prenne l'action nécessaire à résoudre ma tension. Ça, c'est la posture. Donc, le contributeur, on dit qu'il énergise un rôle, et pour faire ça, il définit donc des redevabilités, et l'organisation, le mode de fonctionnement attend de lui qu'il procède de la meilleure des façons et de la façon qui lui semble la plus pertinente surtout à résoudre la tension qui lui est adressée. Donc, sans rentrer dans plus de mécanique que ça, les deux réunions ou types de réunions qui sous-tendent l'organisation, type holacratie, c'est la réunion de triage et la réunion de gouvernance. La réunion de triage, c'est pas une réunion de projet, c'est une réunion dans laquelle on va apporter une tension et on va adresser à quelqu'un un besoin, et ce quelqu'un, on lui fait confiance pour traiter le besoin et d'apporter la solution la plus pertinente pour lui. Et si jamais la tension adresse un rôle qui n'existe pas ou dont la redevabilité n'est pas décrite, à ce moment-là, on organisera ce qu'on appelle une réunion de gouvernance. Et les réunions de gouvernance, elles servent à quoi? Elles servent à adapter la structure et les rôles en continu au gré des besoins du projet ou de l'organisation. Alors, ça donnait un truc comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque cercle, mais finalement, par rapport à la pyramide qu'on a vue tout à l'heure, le modèle de cercle, il construit une relation collaborative et surtout, ce faisant, la fenêtre des synergies, parce qu'on a créé des interactions entre les rôles et entre les cercles qui sont regroupés, enfin, qui regroupent des rôles de même nature, et surtout des rôles qui servent la même raison d'être. Et toute cette mécanique de cercle, où il y a des opérationnels dans les cercles en bas à droite, là, elles sont soutenues par des rôles dits régaliens. On a le porteur de vision, donc lui, c'est quand même le détenteur de la raison d'être du cercle d'ancrage, ce pourquoi la DSI, pour le coup, fonctionnait, la notion de partenariat avec les métiers. Et puis après, il y a des rôles dans lesquels je ne vais pas forcément ici m'étendre, qui sont des rôles de soutien, d'organisation, d'animation de la structure. C'est des rôles importants parce que ce sont des facilitateurs de la relation entre les rôles. Si on devait retenir en termes de posture quelque chose, je crois que j'ai déjà dit non, il me semble, mais le chef ne chef plus. Le chef, c'est un porteur de vision, je viens de le dire, c'est essentiel. Si c'est un arbitre, on remonte et on retourne en mode pyramidal, vertical, ça ne fonctionne pas.
Ce qui fonctionne dans ces cercles, c'est qu'à chacun des cercles, on a une vraie liberté d'action et une possibilité d'initiative. Alors, pour synthétiser la démarche et surtout laisser place à l'échange, parce que vraiment, c'est ça qui aujourd'hui me motive dans ce témoignage, qu'est-ce que je peux retenir de l'expérience à la DSI des fonctions du port chez Orange? Bon, la première chose, le leader, qui est généralement le directeur de l'entité, se transforme en sponsor de la démarche. Il est là non seulement pour incarner la vision, la porter et la transmettre, mais aussi lui-même doit faire un travail sur sa transformation de mode de fonctionnement, sa transformation culturelle pour encourager les gens à prendre du risque, à faire des preuves d'initiative. Et c'est pas si simple que ça, parce que nos réflexes de sécurité nous amènent souvent à revenir à des demandes d'arbitrage. Là, l'incarnation du porteur de vision qui était dans cette entité, ça a été essentiel parce que lui a renvoyé à chaque fois qu'il avait une tentation, et surtout au début de la démarche de pouvoir arbitrer, et il a renvoyé à la mécanique. Qui c'est le rôle de traiter ton besoin et qui a la redevabilité de pouvoir t'aider, plutôt que de me demander à moi. Moi, je ne suis pas l'arbitre, je suis celui qui porte la vision. Donc l'incarnation du leader, la transformation de celui-ci est essentielle. Le corollaire de ça, ou le pendant, forcément, c'est si on propose une démarche, il faut accompagner cette transformation culturelle et qu'il faut l'accord des participants pour énergiser leur rôle. Je me permets d'insister là-dessus parce que c'est essentiel. La gouvernance du système repose sur la volonté de chacun des collaborateurs de décrire leur rôle et d'aller le présenter aux autres. Il y a, dans la mécanique que je ne vais pas décrire ici, mais le but du jeu, c'est qu'on n'est vraiment pas sur une poste, on est vraiment sur ce que je peux apporter au collectif et à l'enjeu, à la raison d'être du cercle. Donc, il faut que les participants soient formés, accompagnés, soutenus, qu'ils aient le droit à l'erreur, et au final, qu'ils jouent le jeu pour énergiser leur rôle et le faire évoluer dans le temps. Donc, on n'est plus dans une frontière définie par un poste. C'est mon poste ou c'est pas mon poste. Ça peut être mon rôle, ça peut pas être mon rôle, mais dans tous les cas, je vais le faire évoluer. Pourquoi? Pour coller aux besoins du collectif. Ça se traduit managérialement parlant par une culture qui n'est pas innée, qui est celle du droit à l'erreur. On autorise chacun à prendre une initiative. Ça veut dire qu'on a mis comme mantra aussi qu'on apprend par ses erreurs. C'est peut-être bateau de dire ça, et pour autant, managérialement, c'est un vrai challenge de demander à chacun des managers de reconnaître ça, de reconnaître comme moteur de transformation le droit à l'erreur. Je vais passer sur la partie opérationnelle. Pour que ça fonctionne, le leader, donc le leader qui est le porteur de vision, il ne doit pas être l'arbitre. C'est vraiment entre rôles, et au bout du bout, parfois, notamment sur des problématiques spécifiques d'allocation de ressources, de gestion budgétaire, là, il peut avoir une prérogative, un domaine de compétence en tant que leader. Mais pour tout ce qui est tâches opérationnelles, on fait confiance à l'intelligence collective et aux collaborateurs pour trouver les solutions entre eux. Et si, par une tension, on arrive à produire un besoin d'énergiser un nouveau rôle ou une nouvelle redevabilité, alors la redevabilité du leader, ça va être de proposer une ressource pour tenir ce rôle. Par définition, pour que ça fonctionne, le silo, c'est antinomique avec la gouvernance adaptative. Le pool de compétences, voilà, on a une problématique, un métier a une problématique, il s'adresse à une structure, et la structure, elle répond pool de compétences. On est sorti du silo, et ça a été une vraie valeur ajoutée. On a fait de la mixité, on a fait de la cross-fertilisation, et ce faisant, un responsable projet, par exemple, d'un domaine métier RH, a pu aller apporter ses compétences auprès de la direction finance. Au sein d'une équipe finance, ça n'a posé au bout du bout aucun problème, et ça a permis de répondre bien plus vite et de manière bien plus fluide aux besoins de staffing d'une équipe projet. Et enfin, là aussi, la notion de vrai rayon de triage, là, c'est un gap culturel. On avait l'habitude dans un projet classique sur une relation client-fournisseur avec des cycles en V, de dire on fait des comités de projet, et là on y allait en mode moi j'expose un problème, puis j'attends que quelqu'un en face, dont a une responsabilité, apporte une solution.
Et puis chacun avait son avis sur le sujet. Le triage, c'est vraiment pas une réunion de projet. Le triage, c'est j'ai un besoin et je compte, parce que dans le rôle, je fais confiance à mon alter ego, en tout cas celui qui porte un rôle dont j'ai besoin pour résoudre ma tension. Le but du jeu, c'est pas d'exposer ma tension, c'est de dire, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas dans ma redevabilité, mais dont j'ai besoin pour servir ma raison d'être. Alors, je vais faire confiance à quelqu'un pour le faire. Et dans la réunion de triage, je pose ma tension et je fais confiance, quelqu'un va m'aider. Et ce fonctionnement-là, il amène un cercle vertueux d'entraide, de fluidifier, d'améliorer la relation entre toutes les parties prenantes d'une même équipe. C'est fondamentalement un mot peut-être un peu valise, mais c'est la clé de succès d'un One Team. Alors quoi, au final, vous aurez compris, et je vais vous laisser, et j'espère pouvoir interagir avec vous. Si je retiens quelque chose de cette expérience, c'est pour que ça ait fonctionné, il a fallu une transformation culturelle. On était très agile dans le delivery, on n'était pas très agile dans le mode de fonctionnement. C'est parti du sponsor, le leader, qui lui-même s'est dit pour que ça fonctionne, il faut que vous preniez le pouvoir, et moi, en tant que chef, je chef plus. Voilà, je vous laisse réagir ou je vous laisse la parole. Merci Nicolas, on va interagir. Alors quelques questions, pas mal de questions en fait. On a un petit peu de temps, on va prendre 20 petites minutes, 20 minutes même, pourquoi petites, pour échanger. Je vais poser les questions. Alors j'ai une question de Ludovic. Même si le chef ne chef plus, il faut quelqu'un pour suivre les actions et coordonner les actions. Non, une sorte de super coordinateur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a plus, alors dans l'holacratie, telle qu'on l'a pratiquée, la coordination, on fait d'abord confiance à chacun des acteurs pour se parler en direct. On encourage les liens en direct. La coordination, elle se fait à travers un rôle qui est le facilitateur, qui lui va loguer les tensions et se charger qu'une tension, elle se passe en réponse. Il y a toute une mécanique, notamment liée au triage et à la gouvernance, qui fait qu'une tension, elle reste jamais sans réponse. Et le mécanisme des tensions fait que quand je pose un besoin et que je fais confiance à un rôle et à la redevabilité de ce rôle pour y répondre, cette tension, elle va être adressée et répondue. Si elle ne l'est pas, pour le coup, il peut y avoir un arbitrage exceptionnel, mais le leader, il n'est pas là pour trancher. Il est là pour suivre la tension. Et si le rôle, pour une raison de temps, d'absence, il y a plein de raisons pour lesquelles une tension ne peut ne pas être adressée, à ce moment-là, le rôle leader, ça va être de réallouer ou de réattribuer l'attention à un autre rôle, qui l'énergisera aussi. Donc oui, coordination, et ça se fait notamment par un rôle clé qui est celui du facilitateur, qui va être gardien du processus et être celui qui va loguer les tensions et faciliter les relations entre les rôles. Et ça se fait à travers le triage. Merci Nicolas. On reste dans la thématique. Je pense que ça va être, tu l'as un peu dit. Alain est pourtant un vrai chef et porteur d'une vision. Peut-être que la définition du chef n'est pas bonne. Alors, quand je dis le chef plus, c'est très connoté. C'était vraiment dans le modèle vertical où le chef, il a toujours il est toujours chef quelque part. Il est toujours responsable de la gouvernance financière de l'entité, il est toujours responsable du reporting auprès de son propre chef. Il y a toujours un tas de responsabilités liées à un rôle de chef. Mais ce que je voulais dire par là, c'est surtout casser la mécanique de frein sur la prise d'initiative. Empowerer, enfin, j'aime pas trop ce terme, mais autoriser, permettre à chacun des collaborateurs de faire de la prise d'initiative et de n'être là qu'en soutien de ces prises d'initiative. Donc, dans l'expérience qu'on a vécue, le porteur de vision, il était là pour rappeler tout le monde ou maintenir tout le monde dans une cohésion, une cohérence, une facilitation de la relation entre eux. Vraiment, la différence, c'est je ne veux pas être l'arbitre des problématiques opérationnelles. Donc oui, la vision, et oui aussi, par ailleurs, pour les problématiques de son niveau de responsabilité. Je vais peut-être juste prendre un exemple pour illustrer ça. Dans la DSI, on avait classiquement, je dirais, une population de direction de projet.
un directeur de projet qui était un chef en tant que tel, il avait son équipe. Donc, il était responsable de la relation métier, responsable du budget, responsable des ressources en général et manager de son équipe. Donc, je suis un poste directeur de projet. Ça, on l'a cassé. On a créé, à partir de ce poste-là, on a créé 3 rôles. Il y avait un rôle qui était porteur ou animateur d'un sous-cercle. Donc là, la problématique, c'était répondre à un besoin, répondre aux besoins ou aux tensions, enfin, à la raison d'être du cercle. Et puis, on a créé 2 autres rôles. Il y avait un rôle lien RH, dont le but du jeu était d'accompagner les collaborateurs dans leurs besoins de développement. Et puis, il y avait un lien budget. Et là, c'était le rôle, un nouveau rôle, de rendre compte à la structure de gestion du budget. Donc, voilà, c'est une illustration. C'était plus un chef, c'était quelqu'un qui était découpé en 3 rôles et dans chacun de ces rôles, il avait une raison d'être différente. J'espère que ça répond à peu près à la question. Merci Nicolas. On reste dans l'équipe, mais là on monte un petit peu en culture, des questions de culture. Donc il y a Julien qui a vécu ce démarrage de cette initiative. Il aimerait bien savoir comment tu as surmonté les freins culturels, notamment ceux liés à l'approbation, par une figure d'autorité. Et je vais la coupler avec Arnaud. Comment inculquer une culture agile aux collaborateurs si l'organisation ne change pas? Je ne suis pas encore un grand gourou de l'organisation. Ce qui est vrai, c'est que on peut pas faire du delivery agile si on n'a pas changé aussi les postures de l'organisation, les postures des collaborateurs. Alors, ça veut dire quand même qu'on a déployé massivement de la formation et on a déployé des journées entières où on a proposé à chacun des collaborateurs et de leur manager et du chef de venir faire des jeux de rôle, de la mise en situation pour toucher du doigt les bénéfices attendus et concrets, mesurés du changement. La posture, bon, c'est long évidemment, hein, la posture ne change pas du jour au lendemain, les enjeux du poste dans l'organisation ne changent pas du jour au lendemain. Au sein d'une organisation, tout le monde ne doit pas être agile, mais on se dit que si l'énergie commence à être déployée, si on va dire les premiers bénéfices se voient, en fait, il y a un phénomène d'accélération, un phénomène d'entraînement, et on ne va pas décréter le changement d'organisation. En fait, ce qu'on a vécu, nous, c'est que le changement s'est fait par lui-même, parce qu'on a eu une personne qui s'y est pris au jeu, qui a trouvé un potentiel, puis une deuxième personne, puis une troisième personne, puis, etc. Et finalement, quand 80% de l'entité fonctionne en ayant la conviction que c'est la meilleure façon de répondre, notamment aux clients, au métier en l'occurrence, en fait, la transformation, elle se fait par elle-même. C'est les gens qui apportent la transformation et ce n'est pas l'organisation qui propose la transformation. Si ce n'est par l'accompagnement, par 2 choses qui sont clés, évidemment, c'est au sein des sacro-saints entretiens individuels, hein, qui sont l'évaluation de la performance du collaborateur tous les 6 mois au niveau du lien RH, hein, du manager. On a mis comme objectif transverse que ça faisait partie des objectifs de chacun, à commencer par ceux des managers, de permettre ça. Et puis après, on a déployé quand même une vraie stratégie de formation pour permettre aux gens de s'essayer et d'adapter petit à petit leur façon et leur mode de fonctionnement. Vraiment une vision systémique. On continue un petit peu avec Caroline et Patrick. Ça rejoint un petit peu cette notion de « mais si on veut pas changer ». Donc Patrick, on part du principe qu'une équipe veut être autonome. Mais comment faire avec un ou des collaborateurs qui ne souhaitent pas être autonomes? Pour certaines personnes, le fonctionnement avec un chef qui dit « ah, ça bouge », qui dit quoi faire et porte la responsabilité leur convient tout à fait. Et de la même manière, Caroline, comment procéder si aucun membre de l'équipe n'est volontaire pour prendre un rôle dont pourtant le collectif a besoin pour résoudre cette tension? Est-ce que le leader peut imposer un rôle à une ressource? Donc d'une part, quelqu'un qui ne veut pas prendre le rôle, et d'autre part, un rôle ou une redevabilité que personne ne veut prendre. Alors, effectivement, je ne dis pas que le monde est magique et que d'un seul coup, tous les collaborateurs se sentent investis, voient les bénéfices du truc. Alors, comment et dans l'expérience que j'ai vécue sur la centaine de collaborateurs dont je parle, tous n'étaient pas des fervents défenseurs de ce système de valeurs qui les mettaient en avant, qui finalement les amenaient à prendre du risque. Alors, j'ai pas de réponse générique à ça. J'ai envie de un peu redire ce que je disais, c'est
c'est le mouvement qui fait le changement. Une personne qui n'a pas envie, elle n'a pas envie, en fait. On va pas la forcer à définir un rôle. Ce qu'on se dit, c'est que le système fonctionnera si 80% des personnes finissent par adopter ce système. Et les personnes qui n'ont pas envie de le faire, pour le coup, on lui redéfinit un poste et on lui propose un poste, mais il ne sera pas dans cette dynamique-là. Ça ne tient pas très longtemps, dans les faits. Quelqu'un qui se met en marge d'un système où les gens, voilà, au café, quand on avait la chance d'aller au café ou dans les couloirs, on échange sur les bénéfices du truc, on attire de la curiosité quand même. Bon, après, pour aller pousser l'exercice jusqu'au bout, quelqu'un qui se met pas dans la mécanique, alors soit on lui propose pour le coup de se poser la question d'être bien dans cette entité-là, sinon d'évoluer dans une autre entité qui est plus conforme à ses valeurs, soit pour le coup, petit à petit, de manière on fait évoluer la fiche de poste en l'occasion. Voilà, il faut le rassurer en fait. C'est une question de crainte, c'est une question de pourquoi moi je dirais alors que finalement on me demande rien, j'ai mon poste, je fais bien mon boulot, je vois pas pourquoi je prendrais des risques. C'est vrai que c'est confortable d'avoir un chef qui décide à ma place. Et du coup, j'en reviens à mon expérience leader. La stratégie, ça a été de dire je me refuse, moi, en tant que leader, à répondre à ça, en fait. C'est une vraie discipline, notamment au début, les premiers mois, parce que les réflexes sont là, les habitudes de travail sont là. Quand je ne sais pas, je demande au chef. Et le chef lui dit mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais ok, j'entends ton besoin, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Donc après, c'est ça qui fait la transformation petit à petit. C'est donner l'opportunité aux gens à leur échelle, de prendre des initiatives, de prendre leurs propres décisions, de tenter des choses. Et vraiment, si quelqu'un est vraiment très mal à l'aise par rapport à ce système de prise de risque, de prise d'initiative et de droit à l'erreur, du coup, on lui fait un rôle sur mesure avec peu d'initiative. Mais c'est vrai que c'est pas très valorisant pour lui, pour la personne en particulier, quoi. J'ai une question sur le rôle de la direction RH dans ce type de changement organisationnel. Les avez-vous intégrés dans la démarche car il y a un impact direct sur les activités, postures des collaborateurs, qui pour moi est lié avec la question précédente. Alors, j'ai un doute sur la question pour le coup. Soit on parle de la DRH en tant que client de la DSI des fonctions support, ou soit on parle de la DRH de l'entité. Je vais essayer de répondre aux deux. La DRH de l'entité est forcément partenaire de la démarche du leader, en l'occurrence, du porteur de vision. Dans les mécaniques annuelles ou semestrielles de valorisation, de reconnaissance des compétences, elle doit être facilitatrice pour les besoins en formation et aussi reconnaître à travers les prises les évolutions de posture, les prises de risque, c'est surtout de l'évolution de posture des collaborateurs. Voilà. Donc ça va se traduire aussi, c'est des leviers, bon, classiques, hein, certes, mais ce sont des leviers pour montrer au collectif que ceux qui s'investissent dans cette nouvelle façon de fonctionner s'y retrouvent aussi en étant reconnus, pas forcément d'ailleurs en termes de rémunération, hein, mais il y a des expériences de tutorat ou de cross-fertilisation qui sont aussi valorisantes dans le parcours du collaborateur. Donc, en synthèse, l'ADRH de l'entité est forcément partie prenante et d'ailleurs, elle l'a été. Maintenant, si je me considère ou si je considère la partie la DRH en tant que client des fonctions support, c'est une très bonne question. et c'est aujourd'hui le témoignage et le clé de succès, et ce qui a moins bien marché, c'est ça. Le client en tant que client, il a envie d'être écouté, il a aussi envie d'être accompagné dans ses besoins, tout en étant sûr qu'il a une autorité. Alors là aussi, finalement, le frein ou la plus grande difficulté de transformation, c'est de gommer les frontières au-delà de l'entité. Donc, je n'ai pas de réponse non plus générique et universelle. Selon les convictions
des sponsors qu'on a pu croiser au sein même de la DRH de l'entité. On a pu facilement ou pas déployer l'envie de mieux travailler ensemble. À la fin, quand même, on a le succès, on a gommé les frontières. Le thème de maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre a fini de plus en plus par disparaître au profit d'un concept de one team. Bon, je ne vais pas aller forcément plus loin. Là, effectivement, il y a un vrai challenge d'embarquer, et ça se fait plus ou moins facilement quand les entités sont différentes, quand il y a des leaders qui sont des collègues, quand je veux un porteur de vision, et que naturellement, le porteur de vision, ça devrait être le DRH, ou en tout cas son représentant, ça veut dire qu'on doit rebeloter les cartes de l'organisation. C'est un peu plus compliqué à faire, clairement. Merci. On se prend trois questions. Alors, puisque tu parlais justement d'un peu partenaires externes, comment s'incluent dans cette organisation les partenaires externes qui opèrent dans un modèle plus classique? Donc, comment on fait avec les voisins qui ne marchent pas pareil que nous? On les invite. On les invite. On leur dit, vous voyez, chez moi, ça marche comme ça. On va commencer par peut-être éviter de parler contrat avec eux. On va commencer par éviter de parler engagement au forfait avec nos partenaires. On va presque, de toute façon, c'est à peu près la même chose qu'avec les clients. On va raisonner par la valeur. On dit, OK, si on a besoin de délivrer ensemble un résultat, un projet, un livrable, quel qu'il soit, comment on pourrait y arriver. Donc, et si on réfléchissait, pour le coup, moi j'ai procédé comme ça, et si on réfléchissait autrement, si plutôt que de passer à travers un contrat, un RACI, quelque chose de très enfermant, on se mettait autour de la table et on essayait de proposer ce qui nous semble le plus pertinent pour réussir le projet ensemble. Là aussi, après, c'est une question d'homme, plus que d'entité. Le partenaire, il faut lui expliquer la valeur et lui proposer de rentrer dans le jeu. Donc, c'est ce que je m'évertue, en tout cas, en collaboration avec mes partenaires sur le sujet. C'est ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on expérimente en ce moment. Ce que je peux témoigner aujourd'hui, en juin 2021, c'est que quelques mois après la mise en œuvre de cette main tendue, grâce notamment aux facilitateurs et aux coachs qui nous accompagnent sur le sujet, il faut, à chaque fois qu'on a des tensions qui sont liées à des contrats, de l'engagement financier, en fait, on les a mis à côté. On a une organisation projet opérationnelle dans laquelle il y a des rôles et on demande à chacun des collaborateurs, quelle que soit sa structure d'appartenance, de définir son propre rôle. Et du coup, cet collaborateur, il entre dans le jeu et il propose et par la pratique et par l'expérience, on obtient, je pense, un succès qui est on dépasse les frontières. On gomme complètement, on efface complètement les frontières et du coup la complexité des relations. Ça veut dire quand même qu'on gère à côté, parce que ça n'a pas disparu évidemment, mais la partie contractuelle et la partie financière des relations, elle est gérée en dehors des équipes en fait. Ça s'est fait simplement en découpant les rôles. Là, on avait une relation de chef de projet à chef de projet, de directeur de projet à responsable d'intégration ou je ne sais quoi. On a redécoupé ce rôle-là comme on l'avait fait en interne en trois. Il y a des gens qui s'occupent de délivrer et eux, on leur enlève de leur rôle toutes les problématiques d'engagement financier ou d'engagement contractuel. Et du coup, ça désinhibe, ça autorise chacun d'entre eux à faire des propositions et à tendre la main à son collaborateur ou à son collègue dans son projet. Question un peu plus pratico-pratique. La redevabilité serait le besoin, c'est bien ça? Qui aide et est responsable du suivi et validation du besoin? Tu peux me répéter la question? Même te l'afficher, je pense. Cool. La redevabilité serait le besoin, c'est bien ça? Qui aide? Alors non. J'essaie d'éviter le nom dans ma communication non violente, mais pour le coup, la redevabilité, c'est pas le besoin. La redevabilité, c'est ce que je peux apporter au collectif. Dans mon rôle
de responsable de ceci et de cela. Ma redevabilité, c'est ce que le collectif peut attendre de moi. Je ne sais pas, ma redevabilité, c'est animer la relation avec le métier, c'est gérer la communication avec les clients ou les partenaires externes. Donc, c'est la définition de voilà, j'arrive pas à le dire autrement en fait, de ce que j'apporte au collectif et de ma mission au sein du collectif. Le rôle, c'est un titre, c'est rattaché à raison d'être, un but pour l'organisation, et la redevabilité, c'est ce en quoi consiste le rôle. Donc le besoin n'est pas associé du tout à la notion de redevabilité. Allez, rapidement, ce qui intéresse aussi, c'est combien de temps ça a pris. Donc j'ai Thierry qui me demande en combien de temps vous passez d'une organisation de pratique classique à ce mode de fonctionnement. J'ai Sébastien également qui nous demande quelle a été la durée pour atteindre un point d'efficacité notable et sur quel cycle de relecture de l'évolution, trimestre, semestre, et qui mesure l'évolution et comment. Vaste question. Je vais essayer de répondre de manière synthétique. C'est comme tout changement culturel, de transformation, d'accompagnement, ça ne se fait pas en quelques semaines. Les premiers bénéfices, enfin, c'est par strate en fait. Et la chance, c'est par effet cliqué. La première chose qu'on a réussi à faire, c'est par la formation et par le fait de faire réfléchir chacun d'entre nous sur son rôle. Ça nous a amené assez vite à nous rendre compte qu'on ne connaissait pas très bien notre voisin et qu'on avait sûrement beaucoup de choses à partager avec lui. Donc le premier bénéfice, c'est un semestre, former les gens, leur proposer une nouvelle façon de travailler, leur faire comprendre pourquoi on le fait. C'est pas une démarche qui a été initiée top-down, c'est une démarche qui a été expliquée. Ça a commencé par la raison d'être de la DSI en tant que telle. C'est quoi une DSI à horizon 2020, 2025, comment on se positionnait, pourquoi on se positionnait comme ceci, c'est quoi les tendances du marché. Et en expliquant ça aux collaborateurs, on leur a expliqué que notre raison d'être allait évoluer, que leur rôle au sein de cette organisation pour servir, entre guillemets, la raison d'être allait évoluer. Et que pour ça, on allait développer donc les transversalités, la fluidité, tout ça. Donc, un premier séminaire pour expliquer ça, on propose aux collaborateurs des formations pour leur permettre de comprendre la mécanique, de s'essayer. On forme aussi les managers, parce que ça c'est important. Il y a le sponsor, mais les managers en tant que tels, il faut bien qu'ils dissocient le rôle opérationnel et le rôle RH. Et ça, donc pour essayer de répondre de manière synthétique, j'ai promis, j'ai pas réussi. Donc, on va dire de l'ordre d'un semestre pour commencer à toucher les doigts les bénéfices de mieux se connaître, l'efficience de la mécanique où chacun est à l'aise dans le triage, où on est efficace. Là, je dirais 18 mois. 18 mois pour amener un niveau d'autonomie où 80% des gens étaient à l'aise avec ce principe. Merci Nicolas. Je finirai. Alors, ce n'est pas des questions, c'est des remarques. En fait, nous sommes dans une entreprise libérée et finalement, un chef bienveillant est un chef agile. Il nous reste. Merci pour toutes vos questions. Alors, je crois que j'en ai raté une ou deux. Je suis désolé, on est un petit peu short en temps. Finir par un petit exercice rapide. Tu le connais, c'est le Fast and Furious. Alors, ça va être compliqué pour les micros, mais on va y arriver. Leader ou manager? Leader. Ou la Wi-Fi? Ou la Wi-Fi? Le Wi-Fi, bien sûr. Orange ou pomme? Orange. Chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. Bien sûr. Cycle en V ou agilité? Agilité. En tout cas, merci Nicolas. Merci à vous d'avoir été aussi présent, d'avoir pu échanger. On se nourrit aussi de cet échange et Nicolas se nourrit aussi de cet échange. La session sera disponible en replay et vous pourrez retrouver ce soir à 17h Jean-Pierre Sioni sur le product management et demain à 17h Guillaume Poster sur la création de la Media Factory chez France Télévisions. Donc le lien d'inscription sera partagé dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous et vous pouvez reprendre une vie normale.